Bonjour à tous, bienvenue François Bayrou, je suis heureux de vous recevoir et je pense qu'on ne vous présente plus. Bonjour. Bonjour. En 2017, vous étiez un des premiers à vous engager en faveur d'Emmanuel Macron après un septennat qui a été agité, aux promesses qui n'ont pas été toutes tenues. Est-ce que vous croyez encore en lui ? Autrement, je ne le soutiendrai pas. D'ailleurs, tous les Français aujourd'hui ont sous les yeux le véritable critère de l'élection présidentielle. Pourquoi élit-on un président ? Pas pour être un joyeux chef de bande, pas pour être seulement une figure de l'actualité, représenter la France à l'étranger. Non, on élit un président de la République pour qu'il puisse faire face aux plus grands défis et aux plus graves risques. On l'élit pour qu'il puisse, au nom du pays, jouer le rôle de protection et d'entraînement qui doit être le sien. Et tous les Français sous les yeux, aujourd'hui, tous ceux qui sont pour lui, naturellement, et ceux qui étaient contre, ils découvrent que cet homme a la dimension de la fonction. Vous n'avez pas une vision, idyllique de ce qu'il a fait, de ce qu'il est ? Non, pas du tout. Je pense que d'abord que beaucoup a été fait. Si on vous disait, il y a 5 ans, qu'on allait supprimer la taxe d'habitation, si on vous disait il y a 5 ans qu'on allait mettre la retenue à la source sur l'impôt sur le revenu, tout le monde considérait que c'était impossible. Ça, c'est le bilan. Le projet. Vous m'interrogez sur le bilan, Jean-Pierre Elkabbach. Le projet, on ne le voit pas encore, on a vu la lettre, mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez entendu Valérie Pécresse ? Elle a un jugement qui est complètement le contraire de vous. Il faut réparer la France, dit-elle. Le quinquennat a appauvri la France et il a affaibli. Écoutez, tout le monde, on peut échanger des mots qui n'ont pas de sens. Ça, c'est possible. Mais il y a des éléments qui sont chiffrés. Jamais, depuis 15 ans, et notamment pas depuis que Valérie Pécresse était au pouvoir, en responsabilité, jamais il n'y a eu autant d'entreprises créées, jamais il n'y a eu autant d'emplois créés, jamais le chômage n'a été aussi bas depuis 15 ans, et jamais le chômage des jeunes depuis 40 ans. 40 ans. Jamais l'apprentissage n'a attiré autant de jeunes. 700 000 cette année. Bon, vous voyez bien que on peut faire des attaques partisanes. D'ailleurs, on s'en prive pas. Ça me fait toujours rire quand on dit qu'il n'y a pas de campagne, parce que le nombre d'attaques, d'injures, de mises en cause... On juge une campagne au nombre d'insultes de tous les bords aujourd'hui. Voilà. Et alors, il y a une autre critique qui vous est adressée directement, elle est sèche, elle est d'Anne Hidalgo. François Bayrou parraine Marine Le Pen, sans doute pour qu'elle soit présente au 2e tour. Bayrou a perdu la boussole. Oui. On peut parler de la guerre longuement, hein, mais c'est pour liquider ce type de problème. On va pas perdre de temps à des commentaires. Vous avez perdu la boussole ? Anne Hidalgo, elle est à 2% dans les sondages. Pour un parti politique qui a été un des plus grands partis politiques français, aucune de ses promesses n'a été entendue par qui que ce soit. Et en tout cas, pour ma part, j'ai choisi, et je choisirai, de défendre la démocratie chaque fois qu'il y a un risque, et le risque qu'un candidat ou une candidate de premier plan ne soit pas présente dans cette élection était pour moi un risque inacceptable. J'ai donc pris mes responsabilités. C'est à elle de trouver sa boussole. Bon, on passe. Plus sérieusement, l'Ukraine et la guerre ne sont pas arrêtées pendant la nuit. Le port de Mariupol, d'autres villes, subissent un blocus, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni eau, ni électricité, ni nourriture. Certes, il y a un début de corridor humanitaire qui va s'ouvrir, là on l'a appris tout à l'heure, mais Kiev est assiégé, bientôt affamé et bombardé. Où va-t-on et jusqu'où ? Où s'arrête la folie de Poutine ? Mais pourquoi la folie ? Parce que c'est évidemment... il est la proie, ou il se laisse entraîner par un déséquilibre personnel. Vous avez vu sa fiche psychiatrique ? C'est la première fois depuis 3/4 de siècle qu'un État de surcroît européen attaque un pays indépendant qui ne lui a rien fait. Pas un incident de frontière, pas un coup de feu,
pas la moindre anicroche ni mise en cause. Ça ne s'est jamais produit dans notre histoire. Et vous voyez bien de quelle folie il s'agit. Alors, justement... Poutine poursuit un fantasme qui est un fantasme d'intégrisme nationaliste. Il veut reconstituer l'ancienne Russie en sacrifiant la liberté, l'indépendance et la démocratie. En plus, il y a la menace du chantage atomique qui plane, et pas seulement sur l'Europe. Est-ce que les puissances nucléaires, je dirais même pas est-ce que les puissances nucléaires occidentales sont en train de se préparer? Emmanuel Macron promet des mesures concrètes pour sécuriser les centrales nucléaires. Comment? Ah ça, je ne sais pas. Alors qu'elles sont dans l'Ukraine, on ne va pas entrer dans l'Ukraine pour les protéger. Comment on fait? Non, mais vous voyez bien aujourd'hui ce que Poutine a fait la nuit précédente. Il a tiré sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Est-ce qu'on est sûr qu'il a tiré ou qu'il ne veut pas les récupérer, toutes les centrales, pour en même temps couper toute l'énergie et affamer les propositions? C'est tout à fait possible. Mais il a tiré sur des bâtiments administratifs de ces centrales. Et vous voyez que tout ça, c'est un jeu pour terroriser les nations, les peuples. Je crois que c'est un jeu qui ne peut pas marcher. Pour moi, Poutine ne sacrifie pas seulement le peuple ukrainien, ni la démocratie ukrainienne, ni la démocratie en Europe, mais il sacrifie son propre peuple. Parce qu'au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des souffrances pour le peuple russe. Il y a des atteintes profondes à son économie, à ses exportations, à son équilibre budgétaire et monétaire. Et donc, la victime de Poutine, c'est le peuple. Dans un premier temps, et après les Ukrainiens, c'est le peuple russe. Et dans un second temps, je crois qu'il sera lui-même victime de sa propre dérive. L'ambassadeur de France est installé à Lviv, comme vous le savez. Étienne Poncin et ses diplomates sont en ce moment admirables. Ils viennent de déclarer, en tout cas cette nuit, toute l'Ukraine va y passer. Et d'ailleurs, c'est confirme ce que Poutine avait dit à Emmanuel Macron. Il va probablement écraser Kiev et toute l'Ukraine, maison par maison, et en même temps briser la résistance de la nation et du peuple. Et qu'est-ce qui reste pour nous? La culpabilité? La compassion? Non, jamais de sentiment de défaite. Il y a beaucoup de gens qui voudraient nous entraîner à des sentiments de résignation, de fatalisme, de défaite en quelque sorte. C'est pas mon point de vue. Il nous reste à multiplier les pressions. Vous croyez qu'aujourd'hui, en Russie, il n'y a pas des gens puissants qui commencent à s'inquiéter de la manière dont leur président les conduit? Oui, mais alors il faut couper l'achat de gaz par les Américains et les Allemands. Oui, ça peut. C'est une sanction de plus. C'est tout à fait envisageable. C'est la raison pour laquelle nous, Français, avons choisi d'être moins dépendants du gaz. Nous avons choisi de produire de l'électricité nucléaire parce qu'elle est sans carbone et elle nous rend indépendants et son prix est stable dans le temps. François Bayrou, est-ce que la disparition de l'Ukraine n'est pas la négation des frontières, de l'ordre, des règles? Est-ce que ce n'est pas la force qui va faire la loi? Et est-ce que montrer la faiblesse symbolique, morale, réelle, politique, de l'Occident? Non, je ne crois pas. L'Occident joue une partie importante. Je ne pense pas une seconde que le peuple ukrainien va se laisser humilier sans rien faire au cours du temps. L'idée que, parce qu'on gagnerait, parce que c'est pas encore fait, l'appareil militaire russe connaît aujourd'hui, comme vous savez, beaucoup de limites. J'ai été absolument stupéfait lorsque le président ukrainien Zelensky a annoncé qu'il y avait 6000 morts russes. D'abord, j'ai cru qu'il exagérait, que c'était de la communication de guerre. Et puis, vous avez vu comme moi, lorsque Poutine est intervenu avant-hier après-midi à la télévision, il s'est levé devant son peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par présenter des excuses aux mères des soldats qui étaient morts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts. Et il a respecté une minute il a imposé une minute de silence, ce qui veut dire qu'il y a en effet beaucoup de morts russes. Et donc ce sont des victimes de Poutine. Est-ce qu'il a déjà perdu la guerre?
Ah, moi, je crois qu'il a perdu beaucoup plus que ça. Je pense qu'il a perdu sa place dans le concert des nations, et pour longtemps, et à mon avis, à jamais. Oui, mais il y a quelques experts américains, j'en lisais un dans le Figaro de ce matin qui est très intéressant, et qui dit il ne faut pas trop parler de sa chute pour ne pas l'énerver davantage et qu'il fasse encore usage de l'arme atomique. Et d'autre part, il faut lui trouver une porte de sortie plutôt honorable, c'est-à-dire présenter à son peuple sa défaite comme une petite victoire. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Tout ça suppose que la question est réglée et elle n'est pas réglée. Le problème de l'histoire, quand on est en train de la vivre, c'est que on ne voit pas bien quelle direction elle va prendre. Ce que je crois, c'est que au XXIe siècle, dans les années que nous vivons, des réseaux sociaux, de l'information continue, du numérique partout, il n'est pas possible de faire croire à un peuple qu'on gagne quand on perd. Il n'est pas possible de faire croire à un peuple que c'est une guerre justifiée, alors qu'il n'y a aucune raison, pas le moindre prétexte dont on puisse se saisir pour faire la guerre à l'Ukraine. Je pense qu'au bout de ce chemin-là, il y a la déconsidération absolue, et le mot est vraiment très faible, de Poutine. Et au bout du compte, c'est lui qui sera responsable devant son peuple. Ce qui est important, c'est que on a connu des guerres dans lesquelles les peuples étaient derrière les dirigeants. Mais dans une guerre comme celle-là, ça n'est pas possible. Ils sont peu informés et en tout cas, ils ne peuvent pas être solidaires. Mais ils seront informés par les familles qui ont des fils et des parents qui sont morts pendant cette guerre. Alors je reviens un moment à la campagne. On a vu hier la première vidéo d'une série présentée par le candidat Emmanuel Macron. On peut se demander comment il va être candidat, président, candidat. Mais en 2017, quand vous étiez à ses côtés, il promettait la révolution. Est-ce qu'après 5 ans de crise, est-ce que ça ne va pas être la continuité sans le changement? Je crois qu'on se tromperait en le croyant. Je pense que cet homme jeune, parce qu'il est très jeune, on l'oublie toujours. D'abord parce que ses traits ont naturellement mûri et qu'il a traversé les crises, y compris dans sa sensibilité. Cet homme jeune, pendant 5 ans, il a mesuré un certain nombre de faiblesses du pays. Et son obsession, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est précisément que les 5 ans qui viennent servent à corriger ces faiblesses-là. Faiblesses en matière... Ces faiblesses à lui ou les faiblesses du pays? Non, les faiblesses du pays. En matière d'éducation, vous savez qu'on a beaucoup essayé de faire, on a essayé. Lundi, il va être quelque part pour parler d'éducation. En matière d'éducation, les faiblesses du pays en matière de production, les faiblesses du pays en matière de contrat social, les fractures du pays et les faiblesses du pays en matière démocratique. Il ne sera pas encore plus autoritaire que d'après ce qu'on dit maintenant? Oui, moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été autoritaire. Je pense que parfois... Peut-être pas avec vous. Non, bon, mais vous le voyez beaucoup, peut-être. Je suis un citoyen qui a un regard libre sur les choses. Je pense pas. Je pense que... Il est entré en responsabilité dans un pays dans lequel les cadres anciens jouaient un très grand rôle. Et rien n'était facile. Sa lettre a été jugée floue et creuse. Mais naturellement, c'est une lettre de présentation de sa candidature. Comment il va être après? Est-ce qu'il y aura un vrai projet? Et est-ce qu'il va participer, mais réellement, à la campagne? Je ne dis pas qu'il va faire un débat avec tout le monde pendant le premier tour, mais est-ce qu'il va s'engager? Est-ce qu'on va le voir, pas seulement dans son bureau? Parce qu'hier, la série qu'il a fait, il a commencé à la faire dans son bureau de l'Élysée. Il a été filmé 4 minutes et il était dans son bureau. Voyez à quel point on peut faire des polémiques, pardon de vous le dire, avec n'importe quoi. Mais ceux qui croient qu'on peut faire une campagne électorale sans présenter au pays une vision, alors un vrai projet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une vision. Ça fait très très longtemps il aura la vision. Que j'ai fait des campagnes présidentielles et très très longtemps que j'ai mis en cause cette formulation. Une vision partagée avec le pays, la volonté que l'on a et le but qu'on se propose d'atteindre, et évidemment les moyens qu'on mettra en œuvre. Et il sera précis, engagé, candidat autant qu'il le faut et président autant qu'il le faut.
parce que c'est son devoir. Il y a la guerre. C'est son devoir. Non, mais vous voyez bien à quel point mais ça veut dire... on a des polémiques enfantines, légères. Jean-Pierre Elkabbach, je veux vous rappeler quelque chose. Sur vos plateaux, il n'y a pas si longtemps, les candidats de l'opposition disaient « Mais pourquoi est-ce qu'il assume la présidence de l'Union européenne ? Il aurait dû reporter après les élections. » Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Si il avait renoncé à sa mission de président du Conseil de l'Union européenne et s'il avait dit « on se reverra après les élections ». Tous ont demandé ça. Et vous ne trouvez pas que rien que ça montre la légèreté de leurs choix, de leurs attitudes, de leur engagement, et au fond, par contraste, la gravité et le sérieux de celui qui assume toutes ses fonctions. Le sérieux, François Bayrou, au début du XXIe siècle, on est en train de vivre une étrange et dangereuse période. En tout cas, merci d'être venu, d'en avoir parlé. Merci de votre présence avec nous et d'avoir dit que le deuxième quinquennat, c'est pas « donnez-moi encore 5 ans, je vais faire et corriger ce que j'ai pas fait ». C'est sûrement pas ça. Toute campagne électorale se gagne sur une idée de l'avenir qu'on partage. Merci. Pas sur le passé, pas seulement sur les bilans, et pourtant ils sont conséquents, mais sur quelque chose qui va entraîner un peuple à la rencontre de son propre destin. Quel enthousiasme, François Bayrou. Bonne journée, si on peut dire aujourd'hui.